Aujourd'hui, Paris est aseptisé, bridé à 30 km/h, truffé de radars. Mais imaginez un instant, il y a 50 ans, le centre de Paris était une arène de gladiateurs où la seule loi était celle du plus fort. Les Parisiens garaient leurs voitures en percutant volontairement celles des voisins pour se faire une place. Et le boulevard périphérique était un circuit de F1 sans aucune limitation de vitesse, causant 16 000 morts par an en France. Comment la capitale de l'élégance a-t-elle accepté de devenir une jungle meurtrière? Et surtout, comment l'État a-t-il utilisé le choc pétrolier et la technologie pour briser, une fois pour toutes, l'esprit rebelle de l'automobiliste parisien? C'est l'histoire d'une liberté devenue toxique. Les touristes américains ou britanniques observaient la scène, figés par la terreur et l'incompréhension, voyant d'élégants hommes en costume-cravate démolir systématiquement la face avant de leur véhicule neuf, simplement pour aller acheter une baguette à la boulangerie. C'était un écosystème darwinien impitoyable. Une loi du plus fort où votre survie ne dépendait absolument pas de votre respect des règles, mais de l'épaisseur de vos nerfs et de la résistance physique de l'acier de vos pare-chocs. Observez le silence aseptisé de la rue en bas de chez vous aujourd'hui. Pourriez-vous seulement imaginer prendre votre voiture moderne, avec ses capteurs électroniques et ses plastiques fragiles, et l'encastrer délibérément, violemment, dans le véhicule de votre voisin pour vous garer sans que personne n'appelle la police ou ne laisse un mot d'excuse sur le pare-brise? Dites-moi dans les commentaires. Ressentez-vous une secrète nostalgie pour cette liberté mécanique brutale et sans filtre? Ou pensez-vous que les automobilistes parisiens des années 70 étaient tout simplement devenus complètement fous? Car avant que l'État ne finisse par déclarer une guerre d'usure impitoyable à cet automobiliste rebelle, avant de l'étouffer financièrement avec des parcs-mètres et de le terroriser avec des radars, il faut observer l'épicentre absolu de ce chaos. Il nous faut descendre dans l'arène la plus terrifiante de la capitale. Un cercle de pavés titanesques, dépourvu du moindre feu rouge, dépourvu de la moindre ligne blanche, où 12 avenues crachaient des milliers de tonnes d'acier à pleine vitesse chaque heure, et où le simple fait de s'engager au volant relevait exactement de la roulette russe. Si vous cherchez l'épicentre de cette folie, le cœur nucléaire où la sauvagerie automobile parisienne atteignait son paroxysme absolu, ne cherchez pas sur les boulevards rectilignes. Regardez au pied de l'Arc de Triomphe. La place de l'Étoile n'était pas un carrefour, c'était un colisée de pavés. 12 des avenues les plus larges et les plus engorgées d'Europe convergeaient vers un anneau titanesque, totalement dépourvu de la moindre ligne blanche, du moindre feu de signalisation, de la moindre règle de courtoisie. Pour s'engager dans ce vortex métallique dans les années 70, il fallait l'instinct d'un prédateur. La seule loi qui régissait ce maelstrom était la priorité à droite, une règle appliquée avec une brutalité darwinienne. C'était une partie de poker menteur, jouée à 50 km/h avec une tonne d'acier entre les mains. Le conducteur parisien ne tournait jamais la tête pour regarder son adversaire, car croiser le regard de l'autre, c'était faire preuve de faiblesse. C'était céder le passage. Il fallait fixer un point imaginaire devant soi, serrer les dents, écraser l'accélérateur et forcer le passage au millimètre près, frôlant les ailes chromées dans un hurlement de pneus à flancs diagonaux martyrisés sur les pavés historiques. Au centre de ce typhon d'hydrocarbures, de klaxons enragés et de tôles froissées, se tenaient des hommes qui risquaient leur vie à chaque seconde. Les agents de la circulation parisien, que la foule surnommait affectueusement les hirondelles à cause de leurs pèlerines flottantes. Plantés au milieu de ce cyclone sans la moindre barrière de protection, ils affrontaient les calandres des voitures avec pour seules armes un sifflet à roulettes strident et un bâton blanc en bois, le fameux bâton de Guignol. Leurs gestes saccadés, chorégraphiés comme un ballet suicidaire, tentaient désespérément de rythmer un chaos qui menaçait constamment de les écraser. Ils respiraient les gaz d'échappement à plein poumon, avalaient la poussière d'amiante des freins, et tentaient d'imposer l'autorité de l'État à une armée de conducteurs qui se croyaient absolument tout permis. Et comment ces conducteurs auraient-ils pu douter de leur propre toute-puissance? Ce chaos n'était pas un accident de l'urbanisme, c'était une religion d'État. À l'aube des années 70, l'automobile n'est pas perçue comme une nuisance mortelle, mais comme la divinité suprême du progrès français.
Au sommet de l'État, le président de la République, Georges Pompidou, dicte un dogme foudroyant qui va défigurer la capitale avec une violence inouïe. Les Français aiment la bagnole et, par conséquent, Paris doit s'adapter à la voiture. L'injonction est implacable. Le piéton est déclassé, rétrogradé au rang d'espèce nuisible qui ralentit le trafic. La ville millénaire doit être éventrée, saignée à blanc pour laisser couler le flux sacré des moteurs à explosion. La brutalité de cette idéologie atteint son apogée sur les berges de la Seine. Ces quais historiques, classés au patrimoine de l'humanité, où l'âme romantique de Paris s'était forgée, sont purement et simplement rayés de la carte. Le gouvernement y coule des milliers de tonnes de bitume fumant pour créer la voie Georges Pompidou. Une autoroute urbaine, un couloir de vitesse brutale injecté directement dans le cœur des quartiers les plus prestigieux du monde. L'eau du fleuve ne reflète plus l'architecture séculaire. Elle reflète les phares jaunes des DS et des Peugeot 504 filant à toute allure. La ville entière est sacrifiée, asphyxiée, offerte en holocauste aux dieux de la vitesse et de la mécanique. Au volant de sa machine sur cette voie express, l'automobiliste parisien ressentait une ivresse de pouvoir indomptable. Il était le maître incontesté de l'espace public, régnant en despote sur une métropole qui s'était littéralement prosternée devant ses 4 roues. Mais observez bien ces images d'archives de la place de l'Étoile. Écoutez le grondement féroce de cette arène. Auriez-vous eu l'audace, le sang-froid suicidaire de plonger votre propre voiture dans ce tourbillon sans règle, ou auriez-vous été tétanisé sur le trottoir ? Dites-moi dans les commentaires si le code de la route hyper sécurisé d'aujourd'hui vous semble parfois étouffant, ou si cette vision du passé vous terrifie purement et simplement. Car l'illusion de cette puissance mécanique cachait un piège d'une cruauté absolue. Le Parisien des années 70 se croyait un roi tant que son moteur tournait et qu'il dévorait l'asphalte. Mais chaque trajet, aussi libre et sauvage soit-il, devait inéluctablement toucher à sa fin. Le conducteur devait éteindre son moteur, il devait s'arrêter. Et c'est exactement à la seconde où les roues cessaient de tourner que l'euphorie s'effondrait, laissant place à la pratique la plus brutale et la plus incompréhensible de la capitale. Comment ranger 1 million d'armes d'acier dans une ville historique qui ne possédait quasiment aucun parking souterrain, sans devoir littéralement défoncer la propriété de son voisin à coups de bélier? Le moteur s'éteint. Le hurlement des cylindres se tait, et le roi de l'asphalte redescend brutalement de son piédestal pour affronter l'équation mathématique la plus insoluble, la plus désespérante de l'urbanisme du XXe siècle. Car rouler dans Paris exigeait du courage, mais s'y arrêter relevait de la sorcellerie pure et simple. Dans les années 70, la capitale est une nasse, une prison à ciel ouvert, conçue pour l'architecture haussmannienne du XIXe siècle, mais forcée d'avaler une invasion industrielle monstrueuse. Plus de 2 millions d'automobiles asphyxient la ville, alors que les parkings souterrains n'existent quasiment pas. La notion même d'espace s'est effondrée. Le résultat visuel est une profanation absolue du patrimoine. Oubliez les cartes postales romantiques. Regardez les photographies d'archives de la majestueuse cour carrée du Louvre, ce sanctuaire des rois de France, ou le parvis séculaire de la cathédrale Notre-Dame. Ces chefs-d'œuvre architecturaux ne sont plus que de vulgaires parcs à ferraille. Ils ont littéralement disparu sous un tapis d'acier ininterrompu. La tôle, le verre et le chrome recouvrent les trottoirs, chevauchent les ponts historiques, s'empilent en double, voire en triple file le long des grands boulevards. Paris est un immense embouteillage statique. C'est la paralysie totale. Pour un conducteur qui arrive à destination, l'idée de trouver une place réglementaire aux dimensions de son véhicule relève du fantasme absolu. Face à ce manque d'espace chronique, la courtoisie et le respect de la propriété privée sont instantanément pulvérisés. Le Parisien développe alors une pratique tribale, une méthode de survie urbaine d'une sauvagerie inouïe, connue sous le nom poétique mais terrifiant de stationnement à la touche. Ou plus prosaïquement, le stationnement au bruit. Dans ce Far West, le pare-choc d'une automobile n'a absolument aucune vocation esthétique. Ce n'est pas un élément de design censé sublimer la ligne de la carrosserie. C'est un outil de travail,
C'est un bélier de siège forgé dans l'acier. L'art de la poussette est une chorégraphie d'une violence inouïe. Imaginez un trou mesurant 3,80 m entre deux véhicules stationnés. L'automobiliste parisien arrive au volant de sa Peugeot 404 qui mesure près de 4,50 m. La logique dicte de passer son chemin. Mais la logique a été bannie de cette ville. Le conducteur engage l'avant de sa voiture dans l'interstice. Il braque ses roues avec force. Et puis, il recule. Il ne regarde pas dans son rétroviseur central pour évaluer la distance. Il s'en moque éperdument. Il recule jusqu'à ce qu'un fracas métallique sourd, un craquement de tôle pliée et le bruit du verre des phares qui tremble lui indiquent qu'il a percuté le véhicule de derrière. Le boom. Sans la moindre hésitation, il enclenche la première vitesse, écrase l'accélérateur et vient violemment percuter le pare-choc de la voiture garée devant lui. Le second boom. La technique du boom-boom. Il ne s'agit pas d'un accident. Il s'agit d'un acte délibéré, assumé, répété avec un acharnement mécanique. L'automobiliste utilise la masse de son propre moteur pour littéralement pousser, à la force brute, les tonnes d'acier des voitures voisines. Il les fait riper sur l'asphalte, les écrasant les unes contre les autres pour sculpter sa propre place au chausse-pied. Pour que cette orgie de destruction mutuelle puisse fonctionner, la société parisienne avait instauré une règle non écrite, un dogme culturel absolu et inviolable. Sur terrain plat, vous ne deviez sous aucun prétexte serrer votre frein à main. Jamais. Laisser sa voiture garée avec une vitesse enclenchée ou le frein de stationnement tiré était considéré comme un acte de haute trahison, un égoïsme insupportable. C'était une étrange et paradoxale solidarité urbaine. Dans une ville où les conducteurs se détestaient copieusement sur la route, ils s'accordaient une confiance aveugle une fois stationnés. Vous laissiez votre véhicule vulnérable, au point mort, libre de rouler, acceptant silencieusement l'idée qu'un inconnu allait utiliser sa calandre pour déplacer votre propriété de plusieurs mètres pendant votre absence. Le spectacle dans les rues était d'une brutalité ahurissante pour quiconque n'y était pas préparé. Les touristes américains ou britanniques, habitués au respect sacro-saint de la propriété matérielle et au vaste parking de banlieue, s'arrêtaient sur les trottoirs parisiens, horrifiés, pétrifiés. Ils observaient, l'œil écarquillé, des hommes vêtus de somptueux costumes sur mesure, l'air tout à fait respectable, le visage impassible, en train d'emboutir frénétiquement la face avant d'une Citroën 2 chevaux flambant neuve. La petite 2 chevaux, avec sa suspension souple, tanguait d'avant en arrière comme un bateau ivre dans une tempête à chaque coup de bélier, ses fins pare-chocs tubulaires pliant comme de vulgaires trombones sous l'assaut. C'était le ballet métallique de la capitale. Les chromes étaient rayés, lacérés, arrachés. Les plaques d'immatriculation étaient pliées en accordéon. Les optiques de phare pendaient, pendouillantes au bout de leurs fils électriques. Une voiture sans rayures à Paris était une anomalie suspecte, la preuve que son propriétaire ne vivait pas réellement dans la ville. Détruire l'intégrité physique de son véhicule était le prix incompressible à payer pour avoir le droit de consommer l'espace public. C'était une démonstration de force, une déclaration d'indépendance brutale et sans filtre. Le Parisien aimait sa bagnole, mais il la battait à mort chaque jour sur l'autel de son propre confort immédiat. Seriez-vous capable de supporter cela aujourd'hui? Auriez-vous le cran, ou l'inconscience, de laisser votre voiture neuve, acquise à crédit, sans frein à main sur un boulevard, sachant pertinemment que 3 conducteurs différents vont l'utiliser comme punching ball avant la tombée de la nuit? Dites-moi dans les commentaires si cette pratique vous semble être le summum de l'ingéniosité citadine ou la preuve absolue d'une époque barbare que nous avons eu raison d'enterrer. Mais cette sauvagerie mécanique, ce mépris total pour la tôle et le chrome, n'était que la face émergée, inoffensive et presque comique de l'anarchie ambiante. La tôle se redresse, les pare-chocs se remplacent. Tant que le sang ne coulait pas, la fête pouvait continuer. Sauf que cette liberté sauvage, cette ivresse de la vitesse illimitée et de l'absence totale de contrôle, allait bientôt exiger un tribut effroyable. La récréation mécanique touchait à sa fin, car les compteurs de vitesse allaient se transformer en armes de destruction massive. Au-delà des pare-chocs rayés du centre-ville, un monstre de béton gris de 35 km venait d'être inauguré autour de la capitale, et il s'apprêtait à devenir le plus grand,
et le plus impitoyable abattoir d'Europe. Tordrer le fin pare-choc d'une Renault 4 au coin d'une rue n'était qu'un jeu d'enfant, une plaisanterie inoffensive, tolérée par une société insouciante. L'acier se redressait, les rayures se polissaient. Mais la complaisance d'une nation entière face à l'automobile cachait une vérité infiniment plus sombre. Car pendant que les Parisiens jouaient aux autotamponneuses sur les pavés du centre-ville, les ingénieurs de l'État coulaient le béton d'un monstre monumental. Un anneau de 35 km de bitume censé ceinturer la capitale, fluidifier le trafic et propulser Paris dans le XXIe siècle. Le 25 avril 1973, le Premier ministre inaugure le boulevard périphérique. C'est le triomphe absolu de l'idéologie de Georges Pompidou. Une artère colossale, une piste d'accélération ininterrompue, injectée directement à la lisière de la ville millénaire. Sur le papier, c'est un chef-d'œuvre de l'urbanisme moderne. Dans la réalité, c'est l'ouverture des portes de l'enfer. Parce qu'au moment où les barrières s'ouvrent et que les premiers conducteurs s'engouffrent sur ces voies immaculées, une règle d'une absurdité terrifiante prévaut. Il n'y a aucune limitation de vitesse. Absolument aucune. Imaginez la scène avec les standards d'aujourd'hui. Vous êtes à la porte de Clignancourt. Vous enfoncez l'accélérateur de votre Citroën SM à moteur Maserati ou de votre Porsche 911. Le compte-tours s'affole. 130, 150, 180 km/h. Vous slalomez entre des Peugeot 404 familiales et des estafettes d'artisans, au cœur même d'une agglomération de plusieurs millions d'habitants. Et vous êtes dans la plus stricte, la plus totale légalité. Le périphérique n'est pas une route de contournement. C'est un circuit de Formule 1 ouvert au grand public, gratuit et sans arbitre. Le conducteur parisien se transforme en pilote de chasse, grisé par l'adrénaline et la sensation d'une toute-puissance mécanique absolue. Mais la physique est une maîtresse impitoyable qui ne tolère aucune arrogance. Cette liberté sauvage entre en collision frontale avec la réalité technologique de l'époque. Les voitures des années 70 sont de magnifiques cercueils roulants. Les freins à tambour, qui équipent encore une grande partie du parc automobile, perdent toute leur efficacité après un seul freinage d'urgence à haute vitesse. Les pneus à structure diagonale offrent sur le bitume mouillé l'adhérence d'un pain de savon. L'habitacle est une cage d'acier rigide, sans zone de déformation programmée pour absorber les chocs, sans airbag et surtout sans ceinture de sécurité. À l'époque, s'attacher est perçu comme une insulte insupportable à la virilité du conducteur, un affront à sa liberté individuelle. Ajoutez à cette équation balistique désastreuse l'angle mort culturel le plus meurtrier de l'histoire française, l'alcool. Dans la France des années 70, boire une bouteille de vin rouge à la pause déjeuner n'est pas un délit. C'est un droit civique, une tradition nationale farouchement défendue. Prendre le volant avec 2 grammes d'alcool dans le sang relève de la normalité quotidienne, avec la bénédiction silencieuse de la maréchaussée. Lorsque vous mélangez une vitesse illimitée, des freins archaïques, l'absence totale de retenue physique et un conducteur anesthésié par l'alcool, le résultat n'est pas un simple accident de la route. C'est une hécatombe. L'année 1972 reste gravée au fer rouge dans l'histoire de la nation comme l'année du grand massacre. Le bilan est apocalyptique, proprement inimaginable pour un pays en temps de paix. Plus de 16 500 morts sur les routes françaises en une seule année. Près de 45 morts par jour. Des centaines de milliers de blessés graves, de paraplégiques, de vies fauchées, de familles pulvérisées. Le boulevard périphérique. Cette utopie de béton fraîchement inaugurée se transforme instantanément en une centrifugeuse mortelle. Les tôles froissées ne font plus rire personne. Les pare-chocs encastrés les uns dans les autres ne sont plus le résultat d'un stationnement insolent, mais le prélude à des scènes de désincarcération effroyables à la lueur des gyrophares. La vitesse a exigé son tribut de sang, et la France le paie au prix fort, aveuglée par sa propre passion pour l'automobile. Mais le massacre des corps n'est que la partie visible du cauchemar. Le monstre mécanique ne tue pas seulement ceux qui le chevauchent. Il est en train d'assassiner la ville elle-même. Paris suffoque. La capitale est en train de mourir d'asphyxie lente sous les rejets toxiques de millions de pots d'échappement.
L'essence de l'époque n'est pas sans plomb. C'est un poison lourd, saturé en métaux toxiques, qui stagne dans les rues étroites et s'infiltre dans les poumons des citadins. Un smog permanent, épais et jaunâtre, recouvre les toits de zinc et efface l'horizon. Le vacarme est une torture psychologique continue. Le hurlement ininterrompu des moteurs poussés à bout, le crissement des pneus, les coups de klaxon rageurs qui résonnent du matin au soir dans un concert de haine ordinaire. C'est une agression sensorielle absolue, de chaque instant. Levez les yeux vers les magnifiques façades haussmanniennes, ces immeubles de pierre de taille qui faisaient la renommée mondiale de la ville lumière. Elles sont devenues noires, totalement noires de suie, rongées par la gangrène des hydrocarbures et la crasse des plaquettes de frein. La splendeur architecturale de Paris est enterrée sous une croûte de pollution si épaisse que les monuments historiques ressemblent à d'immenses mausolées carbonisés. L'automobile a muté. Elle n'est plus le symbole du progrès triomphant qui devait libérer l'homme moderne. Elle est devenue un parasite vorace, hors de contrôle, qui dévore la ville de l'intérieur, détruit la santé de ses habitants et sature l'espace public jusqu'à la nausée. Dans les ministères et les cabinets d'urbanisme, une sueur froide parcourt le dos des dirigeants. L'évidence les frappe avec la brutalité d'un coup de poing. Le rêve de Georges Pompidou a accouché d'un léviathan ingouvernable. La ville est saturée, le sang coule à flot sur les voies rapides et les pierres noircissent. L'État réalise, avec des années de retard, qu'il a perdu le contrôle de sa propre capitale au profit d'1 million de cow-boys motorisés qui se croient au-dessus des lois. S'ils ne font rien, s'ils n'inversent pas la tendance avec une violence égale à celle du chaos ambiant, Paris finira transformé en un gigantesque parking toxique et meurtrier. Avez-vous des membres de votre famille qui vous ont raconté la folie des routes de cette époque ? Ceux qui ont roulé à tombeau ouvert sur le périphérique sans ceinture de sécurité, une cigarette au bord des lèvres et un verre de vin dans le sang. Pensez-vous qu'il était normal pour nos aînés d'accepter 16 000 morts par an comme le simple prix à payer pour la liberté de se déplacer, ou la société était-elle tout simplement plongée dans une folie collective, aveugle et suicidaire ? Racontez-moi les histoires glaçantes de vos aïeux dans les commentaires, car le point de rupture vient d'être atteint, et le retour de bâton va être d'une cruauté absolue. Le gouvernement est acculé, le dos collé au mur. Il doit impérativement terrasser le pilote rebelle qui sommeille en chaque Parisien. Il doit briser, broyer la loi du plus fort. Mais comment mater une population de millions de conducteurs qui considèrent la vitesse illimitée et l'occupation sauvage de l'espace public comme des droits de l'homme fondamentaux, inaliénables? Vous ne pouvez pas vous contenter de peindre une ligne blanche au sol ou de planter un panneau d'interdiction. Ils l'ignoreront avec mépris et rouleront dessus. Pour assassiner la liberté absolue de d'automobilistes et reprendre le contrôle de la capitale rue par rue, l'État ne va pas utiliser la pédagogie ni la morale. Il va utiliser une arme de destruction massive invisible. Une petite machine de métal gris, muette, plantée au bord des trottoirs, conçue pour dévorer la monnaie et frapper le Parisien là où la douleur est la plus fulgurante, la plus insupportable. Son portefeuille. La machine ne paie pas de mine. Elle est grise, d'une laideur bureaucratique absolue, plantée sur le trottoir parisien en 1971 comme un pieu d'acier enfoncé dans le cœur de la liberté automobile. C'est l'horodateur, le premier parc-mètre. Avec l'apparition de cette simple boîte métallique cracheuse de tickets, l'État français vient de déclencher la première frappe chirurgicale d'une guerre d'usure impitoyable et sans retour. Jusqu'ici, le trottoir, le caniveau et même le terre-plein central appartenaient à celui qui avait l'audace de s'y imposer à coups de pare-choc. L'espace public était un droit de conquête, un territoire gratuit offert à la voracité des moteurs. Du jour au lendemain, il devient une marchandise, une location chronométrée. La violence psychologique de cette mesure est inouïe pour l'époque. Les Parisiens, littéralement stupéfaits, hurlent aux raquettes institutionnelles, aux vols en bande organisée perpétrés par la préfecture. Payer pour garer sa machine devant le bistrot où l'on a ses habitudes depuis 20 ans,
c'est une insulte au bon sens, une extorsion étatique intolérable. La rébellion est immédiate. Des horodateurs sont vandalisés, sciés à la meuleuse, bourrés de chewing-gum ou incendiés à la nuit tombée. Mais la machine est têtue. Si on l'ampute, elle repousse. L'État vient de comprendre que pour dompter la bête, il faut la saigner financièrement à chaque arrêt. Pourtant, le stationnement payant n'est qu'une simple mise en bouche, une escarmouche de quartier. Pour assassiner le mythe du cow-boy urbain, il faut lui arracher son essence même, son arme de destruction massive, la vitesse illimitée. Et de façon cynique, ce n'est pas la morale ni le massacre quotidien de 16 000 morts qui va justifier la fin de cette liberté, mais un séisme géopolitique survenu à des milliers de kilomètres de Paris. Octobre 1973, la guerre du Kippour éclate au Moyen-Orient. L'OPEP ferme violemment les vannes du brut. C'est le premier choc pétrolier, et il frappe le monde occidental avec la violence d'un infarctus foudroyant. En l'espace de quelques semaines, le prix de l'essence à la pompe explose de manière exponentielle. Le précieux hydrocarbure qui alimentait l'ivresse des Parisiens devient soudainement une ressource rare, un produit de luxe rationné. Le gouvernement, terrifié à l'idée d'une paralysie totale de l'économie, trouve là son cheval de Troie parfait, l'alibi inattaquable. Sous le prétexte sacré de l'économie d'énergie nationale, il annonce ce qui semblait relever de la pure science-fiction quelques mois plus tôt. La mise en place de limitations de vitesse strictes sur l'ensemble du territoire français. La déflagration dans l'opinion publique est colossale. Le boulevard périphérique, ce grand circuit de Formule 1 urbain où l'on croisait en toute légalité à 180 km/h, est brutalement muselé, étranglé à 90. L'incompréhension est d'abord totale, puis elle laisse place à une fureur sourde. Les conducteurs fulminent derrière leur volant, sentant le mors d'acier se resserrer autour de leur cou. L'industrie leur a vendu des machines capables de dévorer l'asphalte, de repousser l'horizon, et l'État les force soudainement à ramper. La castration mécanique est vécue comme une trahison intime. Mais la brèche est ouverte et la machine répressive s'emballe, se transformant en un rouleau compresseur qui va écraser une par une toutes les coutumes de l'âge d'or. Le gouvernement rend le port de la ceinture de sécurité obligatoire. Pour une génération habituée à conduire le torse libre, se jetant de tout son poids dans les virages, ce bout de sangle synthétique est une camisole de force, une muselière infantile humiliante. Puis, l'étau se resserre sur les mœurs. Les contrôles d'alcoolémie se systématisent. Le légendaire triptyque culturel français. Le déjeuner copieux, la bouteille de vin rouge partagée et le retour au bureau au volant de la Peugeot au mépris des lois de la physique est soudain criminalisé. La maréchaussée, qui fermait les yeux avec une indulgence complice, dresse désormais des procès-verbaux implacables. L'étouffement est systématique, policé, juridique. Et paradoxalement, le coup de grâce à la sauvagerie parisienne, la mort définitive de l'art tribal du stationnement à la touche, ne viendra d'aucune loi de la République. Il viendra d'une trahison de l'industrie automobile elle-même. À l'aube des années 80, les constructeurs, obsédés par la chasse au poids, l'aérodynamisme et la réduction des coûts de fabrication, prennent une décision qui va changer la face de la ville pour toujours. Ils abandonnent le chrome. Le métal lourd, épais, invincible qui protégeait les calandres et encaissait les chocs est jeté aux oubliettes de l'ingénierie. À la place, ils équipent les nouvelles voitures de boucliers en plastique, de polymères moulés, puis de pare-chocs entièrement peints, brillants et fragiles. C'est la fin du monde tel que le connaissait le Parisien. Le plastique ne plie pas en douceur, il craque, il se fissure, il explose en 1000 éclats. La peinture vernie s'écaille et se raye au moindre effleurement. Du jour au lendemain, l'art de la poussette urbaine devient un suicide financier absolu. Percuter la voiture de derrière pour se faire une place ne se solde plus par un rire étouffé et une légère égratignure invisible. Cela se solde par un sinistre, un constat amiable et une facture de plusieurs milliers de francs chez le carrossier. La fragilité obscène des nouveaux matériaux instille une paranoïa nouvelle. Le conducteur parisien, jadis gladiateur de tôle régnant par la force, devient un animal craintif,
incapable de se garer s'il n'a pas un mètre d'espace devant et derrière, terrifié à l'idée d'effleurer le bouclier en résine de son voisin. Le boum-boum est mort, assassiné par l'obsolescence esthétique. La solidarité virile du frein à main desserré s'éteint. Le Parisien se met à verrouiller sa voiture, le frein de stationnement tiré à la limite de la rupture des câbles, protégeant farouchement sa bulle de plastique. Et c'est sur cette proie rendue vulnérable, enfermée dans ses nouvelles peurs aseptisées, que l'État va porter le coup fatal. Le coup de grâce absolu qui annihilera jusqu'à la racine même de la rébellion routière. Nous sommes au début des années 2000. Sous la présidence de Jacques Chirac, le ministère de l'Intérieur déploie l'arme définitive de l'asservissement psychologique, le radar automatique. Ce n'est plus un gendarme avec des jumelles caché derrière un buisson, un homme avec qui l'on pouvait encore négocier, discuter de la météo ou implorer la clémence. C'est une boîte blindée en acier, un œil cyclopéen, froid, impassible, qui ne dort jamais, qui ne discute sous aucun prétexte et qui ne fait aucune distinction entre le ministre en limousine et l'ouvrier en utilitaire. Le flash stroboscopique qui déchire soudain la nuit parisienne n'est pas seulement le signal photographique d'une amende à payer, c'est le flash de l'exécution publique et sommaire du pilote de chasse. Le radar automatique injecte un poison nouveau dans l'habitacle, une angoisse continue, une terreur administrative invisible. La paranoïa change de cible. L'automobiliste ne regarde plus la route avec l'excitation de l'anticipation ou le frisson de la conquête. Il passe son temps à surveiller l'aiguille de son compteur de vitesse avec une obsession maladive, les mains moites, l'œil rivé sur le moindre boîtier gris caché derrière la pile d'un pont. Avez-vous vécu cette transition insidieuse, le moment précis où conduire est passé d'un acte de pure liberté à un exercice de paranoïa constante sous surveillance d'État? À quel instant avez-vous senti que l'habitacle de votre voiture n'était plus un sanctuaire, mais un centre de prélèvement fiscal ambulant? Pensez-vous que l'arrivée des pare-chocs en plastique peint a été la pire erreur de l'industrie, tuant l'esprit pratique de la ville pour en faire un monde de fragilité luxueuse? Lâchez vos pires souvenirs de PV absurdes ou d'orodateurs sadiques dans les commentaires. La bête est morte. L'anxiété a remplacé l'adrénaline. La peur du gendarme robotisé a vaincu l'insouciance. Les klaxons enragés de la place de l'Étoile se sont tus. Les voitures ont été chassées des trottoirs par des armées d'agents verbalisateurs, repoussées loin des berges de la Seine, stigmatisées, pointées du doigt comme les reliques honteuses d'une époque barbare. Le Far West a été brutalement, froidement et méthodiquement pacifié. Sur le papier, c'est la victoire incontestable de la civilisation sur le chaos, de la sécurité sur le massacre. Mais lorsque vous marchez aujourd'hui dans ces rues silencieuses, où la moindre rayure sur une carrosserie est filmée par 3 caméras et se termine dans le bureau d'un médiateur d'assurance, une question vénéneuse, presque inavouable, vient vous paralyser. En tuant l'enfer automobile, en aseptisant avec une telle hargne chaque centimètre carré d'asphalte, n'avons-nous pas arraché à la ville la part la plus sauvage, la plus libre et paradoxalement la plus vivante de son âme? Regardez le Paris de notre décennie. Posséder un moteur à explosion intramuros n'est plus un signe de réussite sociale ou d'émancipation. C'est devenu une hérésie morale, une tare honteuse que l'on doit cacher. L'édilité parisienne a érigé la persécution de l'automobiliste en un dogme absolu et indiscutable. Les lourds SUV sont traqués, surtaxés, bannis des arrondissements centraux comme des bêtes pestiférées porteuses d'une maladie mortelle. Le prix du stationnement a été transformé en un impôt punitif, une amende déguisée pour vous faire expier le simple péché originel de posséder 4 roues. La ville entière a été mise sous cloche, lobotomisée à un suffocant 30 km/h, sillonnée par des armées de cyclistes silencieux et de piétons les yeux rivés sur leurs écrans, totalement inconscients du danger. Car le danger a été artificiellement, législativement, chirurgicalement éradiqué. L'automobile est passée du statut de divinité intouchable à celui d'ennemi public numéro 1.
Mais lorsque nous regardons ces images d'archives granuleuses, ces films en Super 8 où une Citroën 2 chevaux défonce allègrement le nez d'une Simca pour s'insérer au forceps sur un trottoir de Saint-Germain-des-Prés, pourquoi une vague de nostalgie aussi puissante, aussi irrationnelle, vient-elle nous serrer la gorge ? Ce n'est pas parce que nous sommes des monstres sanguinaires qui regrettons l'époque où les routes faisaient 16 000 morts par an. Ce n'est pas parce que nous aimons l'air saturé de plomb, le fracas des klaxons ou les façades historiques noircies par la suie des pots d'échappement. Si ces images nous fascinent avec une telle intensité, c'est parce qu'elles sont le dernier témoignage visuel d'une société qui n'avait pas encore peur d'elle-même. La mort du pare-choc en métal n'était pas une simple évolution de l'ingénierie industrielle pour alléger le poids des véhicules. C'est la métaphore la plus cruelle, la plus exacte et la plus douloureuse de notre mutation psychologique collective. Dans le Paris des années 70, l'acier contre l'acier symbolisait une nation rugueuse, virile, audacieuse, solidaire jusque dans son propre chaos. L'art du stationnement à la touche, c'était l'acceptation profonde que vivre en société impliquait des frictions, des chocs, des compromis bruts. On poussait la voiture de l'inconnu, on abîmait un peu sa tôle, mais on avançait. La société absorbait le choc sans s'effondrer. Le métal pliait, mais l'esprit de corps demeurait. Aujourd'hui, le chrome massif a été remplacé par le bouclier en plastique laqué, bardé de capteurs à ultrasons, de radars de recul et de caméras à 360 degrés. Cette fragilité technologique obscène est le miroir parfait de notre propre fragilité sociale. Nous sommes devenus une civilisation de la résine peinte, terrifiée par le moindre contact physique. Le plus infime effleurement de carrosserie dans une ruelle ne se règle plus par un haussement d'épaule et un regard complice. Il déclenche instantanément une crise de nerfs hystérique, la rédaction d'un constat amiable, des menaces de procès, une intervention de l'assurance et une victimisation théâtrale. Nous ne supportons plus la moindre égratignure, ni sur le vernis de nos voitures, ni sur l'émail de nos égaux. Le cow-boy urbain intrépide a muté pour devenir un individu paranoïaque, hyper judiciarisé, qui a docilement troqué le risque inhérent à la liberté contre le confort étouffant de la surveillance permanente. L'époque où l'on pouvait conduire une Peugeot 404, la cigarette aux lèvres, le coude à la portière, sans ceinture de sécurité, était une époque où l'État considérait encore le citoyen comme un adulte pleinement responsable de sa propre survie et de sa propre mort. L'éradication de cet enfer automobile a indéniablement sauvé des millions de vies. Elle a nettoyé nos poumons et ravalé les façades immaculées du Louvre. Le prix du sang était devenu intolérable pour une nation civilisée. Mais en désinfectant la rue avec une telle férocité, en transformant le conducteur en un délinquant en sursis permanent, traqué par des algorithmes et des boîtiers gris, l'urbanisme moderne a arraché l'âme vibrante, insolente et profondément anarchique de la capitale. Le Far West a été rasé pour y construire une immense salle d'attente d'hôpital, stérile et muette. Le fracas de la tôle pliée sur la place de l'Étoile appartient désormais aux fantômes. Face à ce basculement, êtes-vous profondément nostalgique de cette époque où le danger côtoyait une liberté absolue et sans filtre, ou considérez-vous que l'extermination du chaos parisien était la seule et unique voie possible pour sauver la civilisation? Et surtout, si l'occasion se présentait aujourd'hui, à l'abri des caméras, auriez-vous encore le courage cynique de pousser la voiture de votre voisin à grands coups de pare-choc pour vous garer ce soir? Avouez-le-moi dans les commentaires. Le cow-boy français a été désarmé, mis à pied et condamné au silence. L'utopie d'un réseau bitumé où la vitesse n'avait d'autre limite que la puissance du moteur a été définitivement étouffée sous une montagne de procès-verbaux et de moralité écologique. Mais si vous pensez un seul instant que cette croisade de la bureaucratie contre la sauvagerie mécanique s'est arrêtée aux frontières de l'Hexagone, vous commettez une erreur d'appréciation fatale. Car pendant que la France pleure la fin de son insolence et roule au pas, le dernier sanctuaire mondial de la vitesse absolue,
le seul ruban d'asphalte sur cette planète où des monstres de 1000 chevaux peuvent encore légalement pulvériser la barre des 300 km à l'heure, est actuellement encerclé. L'Allemagne pensait que son autobahn était intouchable, protégé par un dogme sacré et une supériorité industrielle inébranlable. Il se trompait lourdement. L'ordre d'exécution vient d'être signé dans l'ombre, et l'arme qui va anéantir le mythe de l'autoroute allemande n'est ni un radar, ni une directive écologique, mais une trahison empoisonnée venue de l'intérieur même de leur propre industrie.